Les regrets sont des fagots de bois qui se consument aux flammes des souvenirs. Parole de l'auteur. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Rencontres littéraires Un homme, son œuvre. Merci pour votre fidélité à la chaîne Afrique 1 TV depuis bientôt 1 an. Et ensemble, nous recevons notre invité, Monsieur Claude Kamdem. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous présenter votre ouvrage, Les Sentiers de la Vertu. Les Sentiers de la Vertu, exact. Oui. Alors, vous êtes artiste sportif de haut niveau, Oui. franco-camerounais. Oui. Il y a quelque chose à rajouter? Et citoyen du monde. Citoyen du monde, c'est beau. Et citoyen du monde. Et citoyen du monde. Alors, votre ouvrage autobiographique de 459 pages, oui, il y a plus ou moins. 464 pages, pour être tout à fait exact, Koudia, et je n'ai pas tout dit. Dans lequel vous retracez les grandes étapes de votre vie, oui. Vos expériences, votre enfance turbulente, il faut le dire, hein, au Cameroun, ou encore votre famille en passant par vos débuts, puis votre ascension dans le sport de haut niveau, ou encore votre voyage du Cameroun à la France, ainsi que les épreuves rencontrées sur votre chemin. Alors, ma première question est... concerne en fait le sport, votre discipline que vous pratiquez, l'haltérophilie, oui. À un niveau quand même très élevé. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement l'haltérophilie? Tout d'abord, bonjour Koudia, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. L'haltérophilie fait partie de ces sports qu'on appelle des sports un peu orphelins, parce que c'est des sports qui médiatiquement ne sont pas très connus. Pourtant, ça fait partie des sports fondateurs, par exemple, de l'olympisme. Ah oui? Oui, l'haltérophilie est un sport très singulier parce que c'est l'art de soulever une charge la plus lourde possible avec des codes bien précis. Il y a des règles, il y a des protocoles de soulever. Et par exemple, les gens, dans l'inconscient collectif, les gens pensent qu'on se casse le dos en faisant l'haltérophilie. C'est ce que je me demande. Ah ben voilà, et c'est tout le contraire. Parce que les haltérophiles n'ont pas de problème de dos. À chaque fois qu'on lève une charge, on renforce automatiquement toute sa chaîne postérieure. Donc, plus vous levez lors d'une séance et plus vous vous renforcez. Et aujourd'hui, les scientifiques le disent, la pratique régulière de l'haltérophilie, même au niveau loisir, est bénéfique et préventive pour les maladies comme l'ostéoporose. C'est quoi l'ostéoporose? C'est une maladie qui attaque un petit peu les os, les choses comme ça. Donc, le fait de pratiquer régulièrement va vous consolider les os et va vous renforcer le métabolisme aussi. Mais quand vous parlez de soulever une charge massive, c'est à peu près combien de kilos? L'haltérophilie, c'est exactement comme la boxe. Ça veut dire qu'il y a des catégories de poids. Et dans ce livre, j'ai voulu justement mettre en valeur des personnages ordinaires qui font des choses extraordinaires. Par exemple, il y a Anaïs Michel, qui est la meilleure française. Elle pèse 49 kilos, Anaïs. 49 kilos, c'est quand même peu. C'est peu, mais vous allez voir d'où elle devient extraordinaire. Parce que Anaïs, par exemple, est championne d'Europe 2017. Elle soulève plus de 100 kilos, avec un poids de corps de 49 kilos. Et c'est ça qui rend l'haltérophilie, voilà, c'est ça qui rend l'haltérophilie singulier comme sport et admirablement magnifique. On a des petits bouts de femmes, 49 kilos, qui ont une force incroyable, qui ont une dextérité exemplaire. Elle a fait 7e au JO de Tokyo et elle a fait champion d'Europe 2017. Et je revenais sur son portrait dans le bouquin, parce qu'en plus, c'est une belle âme et c'est une belle personne. Donc, tout le monde peut pratiquer l'haltérophilie. Et vous pouvez soulever jusqu'à combien? Quand on parle surtout de haut niveau. Quand on parle de haut niveau, on est dans autre chose encore. Il faut savoir que le meilleur haltérophile de tous les temps, qui est M. Naïm Soulman-Nouglou, paix à son âme, il nous a quittés entre-temps. À l'âge de 14 ans, il s'est qualifié pour ses premiers Jeux olympiques, alors qu'il n'avait pas l'âge officiel pour y aller. On est éligible à partir de 16 ans. À 14 ans, il était déjà qualifié. Et avec 60 kg de poids de corps, il soulevait à l'arraché, qui est le premier mouvement olympique. Il soulevait 152 kg. C'est ce qu'il a fait à Séoul, aux Jeux olympiques. Et à l'épaulé jeté, il a soulevé jusqu'à 190 kg à bout de bras. Pour 1m47, 60 kg de poids de corps. Donc,
L'adversaire, c'est même pas là-bas qu'on soulève. L'adversaire, c'est nous-mêmes. Est-ce que face au chronomètre, parce que dès qu'on vous appelle, vous avez droit à 1 minute pour soulever votre charge. Est-ce que dès qu'on vous appelle sur ce plateau, avec 3 arbitres devant vous, est-ce que vous allez vous sublimer, dompter vos émotions, votre peur, vos appréhensions, pour soulever cette charge avec le protocole inhérent à la pratique? Et c'est là que les grandes championnes comme Anaïs Michel, comme Gaëlle Ketchanké se distinguent. Comme vous, puisque quand même vous êtes sportif de très haut niveau, vous avez quand même gagné, bon, on en reviendra tout à l'heure, mais alors en fait, votre ouvrage s'articule autour de 2 grandes parties. Exact. Chacune organisée par thème, souvent introduite soit par une citation, un poème ou un texte en prose. Pouvez-vous nous expliquer ce choix structure et parti pris littéraire? Pourquoi vous avez fait ce choix? Le parti pris littéraire vient définitivement de mon complexe de n'avoir pas fait de grandes études. Je n'ai pas fait d'études, je n'ai jamais eu de complexe par rapport à cela. J'ai toujours été fasciné par les intellectuels, j'ai été toujours fasciné. L'une des premières choses qui m'a marqué dans la rue à l'époque, c'est que quand on allait au cinéma, dans la salle, quand il y avait une belle tirade d'un acteur, parfois dans la salle, ça applaudissait. Le joute verbal à l'écran amenait la réaction du public. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Les gens sont capables de se faire la guerre, les gens sont capables de faire l'amour avec les mots, avec des paroles. Et ça, depuis tout petit, ça m'a toujours fasciné. Je ne peux pas lire, il y a des livres que je n'ai pas lus jusqu'au bout, mais à force de feuilleter, de regarder tout ça, on tire des citations, on voit des phrases magnifiques, on s'en inspire, et c'est génialissime, parce que ça nous nourrit et ça nous grandit. Et à ce point de vue-là, j'ai toujours pensé que la structure de mon livre, tu prends une citation de Nietzsche, deviens qui tu es. Ça allait de rien comme ça, mais quand tu te mets à réfléchir là-dessus, c'est très profond ça. Alors, moi, à chaque chapitre, je me suis dit, quelle citation peut me faciliter l'introduction de mon chapitre? Et du coup, ça m'a aidé de rendre les chapitres interdépendants les uns des autres. Ce qui fait que c'est un livre où on peut commencer par le début, on peut commencer par la fin, selon la thématique développée et proposée. Alors là, je suis totalement satisfaite parce que je me demandais pourquoi, mais bon, j'ai eu ma réponse. Voilà. Alors, vous évoquez en fait votre jeunesse à Douala, oui. Mais un passage en particulier a attiré mon attention, celui consacré au quartier Bépanda. Oui. Vous y décrivez l'influence de certains grands frères, oui. entre guillemets, qui vous sollicitaient souvent pour des services aux intentions un peu douteuses. Louche. Oui, louche. Pouvez-vous nous en dire davantage à cette période? Au-delà de Bépanda, je souhaite avoir une pensée très émue déjà pour le peuple camerounais qui passe un moment très difficile parce que les élections, le sang versé, ça nous rappelle des années noires. Il y a à peine 30 ans, on a vécu exactement les mêmes choses en 1991. Je reviens dessus dans le bouquin parce que dans ce conflit de 91-là, c'était toujours à la suite des élections. Et j'ai perdu mon binôme de l'époque, mon meilleur ami d'enfance de l'époque, avait pris une balle perdue lors de ces événements-là. Donc, ça ne nous rappelle pas forcément de très bons souvenirs, ce qui se passe actuellement au Cameroun. Et j'ai une pensée très, très émue pour mes frères, mes sœurs et toute ma grande famille nationale qui vit des moments pénibles. La ville de Douala, c'est une des villes les plus animées du Cameroun, parce que c'est une ville authentique qui est cosmopolite et qui est très vivante. C'est pas la ville qu'on appelle le continent? Voilà, on pourrait le dire. Je m'y connais un peu. Voilà, l'équivalent de Bépanda et de Douala en particulier, en France, c'est Marseille. C'est-à-dire avec sa grande équipe de football qui s'appelle l'Union de Douala. Ceux qui font un peu le foot savent que Joseph-Antoine Bell a été formé là, est venu de ce club-là. Et Bépanda, dans cet écosystème-là de la ville de Douala, c'est un quartier majeur dans la ville de Douala. Et nous, à Douala, à Bépanda, on avait notre cinéma qui, quand j'étais petit, ça s'appelait le cinéma Alpha. Et ça portait bien son nom. Et la toute première fois qu'on a fait l'école buissonnière, c'était pour aller voir un film de Bruce Lee. Et c'était extraordinaire. J'imagine après la sortie. Voilà.
Il y avait un engouement incroyable autour de ce film. Ça se bousculait, ça se battait. Et nous, on se faufilait parce qu'on était tout petits. On n'avait pas de quoi payer. Donc, parfois, quand ils ouvraient les portes à la fin pour sortir, nous, on se faufilait pour aller voir juste le générique. Et c'était génial. Et Bepanda, c'était ça. Alors, les grands frères, eux, ils squattaient le cinéma du 1er jusqu'au décembre. Et beaucoup faisaient de la viande. Et ils chopaient des jeunes comme nous. On vendait pour leur compte. On n'était pas payé, mais on était content. Les grands nous utilisaient, on était fiers parce que voilà. Parce que vous vouliez plaire, oui. On ne voulait pas forcément plaire. Voilà, oui. être validé par les Tout à grands fait. frères. L'effet de groupe. C'est ça. Ça joue au baby-foot, ça joue au flipper, ça jouait, ça faisait toutes sortes de jeux illicites. Ça joue aux cartes, ça joue au numéro de portière. Parce que moi, il y a un passage dans le livre, quand je l'ai lu, franchement, au début, ça me faisait un peu rire lorsque vous et un de vos amis Oui. qui est Aruna. oui, vous étiez partis dans une maison pour voler. Et après, vous aviez trouvé des jeux et vous vous êtes mis à jouer. Et par la suite, les gens sont rentrés dans la maison, en fait, ceux qui habitaient là, et vous vous êtes cachés sous le lit jusqu'à vous endormir. Et après la suite, ça m'a bouleversée. Il faut savoir Je vous laisse raconter. Après, vous allez me dire comment vous l'avez vécu. Est-ce que maintenant, quand vous y pensez, qu'est-ce que ça vous fait? Quand je pense, j'ai beaucoup de compassion pour ces enfants-là que nous étions, parce que dans la rue, on n'a pas de grands frères de sang. On a des grands frères de substitution qui parfois n'en sont pas. Ils le sont pas vénalité, ils ne sont pas opportunisme, ils ne sont pas calcul. Un grand frère qui va commencer à te dire mon petit, pour X raisons, derrière, il va t'utiliser, il va te donner un sac. J'y reviens dans beaucoup Il va te donner un sac, il va te dire porte-moi ce sac-là à tel endroit, donne-le, t'arrêtes pas, ouvre-le pas, ainsi de suite. Dès que tu reviens, j'ai un cadeau pour toi. Vous chercher la paire de chaussures la plus neuve à la mosquée. Voilà. Et celle-là, c'était pas mal non plus. C'est horrible. Donc, c'était ça. Ce grand frère, par exemple, Taco Kam, dont il est question, il s'appelait Taco Kam. Il nous disait parfois, il donnait un sac vide et il nous disait suivez-moi. On le suivait tranquillement. Il nous amenait là, se balader. Au bout de 15, 20, 30 minutes, il s'arrêtait au détour d'une maison. Il nous disait, écoutez, vous voyez là-bas, les habits qui sont séchés là-bas et tout, c'est chez ma grande sœur. Elle me doit des sous et elle ne veut pas payer. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous arranger et vous me récupérez tous les fringues, y compris les chaussures qui sont séchées là-bas. Vous les mettez dans le sac. Il ne faut surtout pas qu'on vous voie. Vous aviez quel âge? On était dans la rue. C'est des trucs, on a entre 6 et 9 ans. On est tout petits. Et Haroun et moi, on était tellement heureux de rendre ce service aux grands frères qu'on partait comme ça, rempli le sac avec des habits parfois encore mouillés. Et tac, tac, quand on se tournait, il n'était plus là. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on retournait sur nos pas jusqu'au cinéma Alpha là-bas. Et eux, ils récupéraient. Et c'est comme ça qu'ils étaient griffés. Ils étaient tout beaux, avec des belles chemises et des beaux habits tout le temps. Ils n'avaient même pas peur de porter les habits volés. Ah non. C'était une autre époque. Et c'était pas mal. Et cette histoire-là, justement, ce jour-là où on s'est caché sous le lit, et c'était pareil, ils nous avaient fait passer par une fenêtre, on va chez les gens, c'était un bel après-midi comme ça, où les gens sont au boulot, ainsi de suite, on a resquillé, passé par la fenêtre, et nous sommes entrés. La naïveté fait qu'on s'est mis à jouer dans cette maison, où il y avait des jouets d'enfants et tout, et après, conformément aux instructions qu'ils nous avaient données, on a fini par se cacher sous le lit, et on était petits, hein, quand on est petit, on n'a pas les réflexes d'adultes, donc on a fini par s'endormir. On finit par s'endormir. Et bien, il est arrivé ce qui devait arriver. Mais c'était quand même horrible à cet âge. On ne peut pas maltraiter comme ça un enfant, le mettre nu, je ne sais pas, taper, franchement. Taper, c'était le tarif minimum. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, la justice populaire faisait qu'on tuait des gens pour de vrai. 6 ans. Et c'est juste. Non, c'est trop jeune. Non, je n'ai pas dit que j'avais 6 ans à l'époque. Hein, attention. Donc ça évolue pendant longtemps. Oui, dans la rue. Le souvenir que j'ai, moi, de la première fois dans la rue, le vrai souvenir que j'ai, c'est en 1986, avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on était en 1986. Je me rappelle très bien. Ben voilà. C'est cette histoire qu'on parlait. Voilà. Parce qu'on était tous devant les magasins des Libanais qui vendaient des télés, et le match passait justement devant ces magasins-là. Là, c'est vraiment le grand souvenir qui me revient comme ça, où je me dis, OK, là, je peux me situer dans le temps. Et bon, 86, 86... On a quoi, 11, 9 ans, 10 ans maximum? C'est encore petit aussi, il faut le dire. 6, 7, 8, environ 8 ans. J'avais environ 8 ans déjà. Donc voilà, donc
c'est à cette période-là. Là, je peux commencer à quantifier la période. Mais on ne doit la vie qu'au fait, justement, qu'on était très, très jeunes. On n'était que des enfants. Parce que les adultes ne s'en sortaient pas vivants dans cette affaire-là. La justice populaire fait que le peuple caillassé à coups de caillasse, ça existe encore aujourd'hui, encore, hein, la justice populaire. Aujourd'hui, on tue encore à coups de caillasse non, de toute façon, des voleurs. Des voleurs en Afrique, Voilà. c'est connu, hein, on se comprend. C'est ça. Alors, certaines rencontres ont marqué un tournant quand même très décisif dans votre vie, vous orientant vers la voie du sport de haut niveau, notamment Monsieur Feu Ketchanké. Ketchanké, Paul. Paul Ketchanké ou Monsieur Bekusen, entre 1988 et 90, si je ne me trompe pas. Comment ces rencontres se sont-elles produites et quelle place occupent aujourd'hui ces figures dans votre vie actuelle? Monsieur Christian Bekusen, paix à son âme, et mon maître Ketchanké, paix à leur âme tous les deux, sont mes ailes, l'un et l'autre. Maître Ketchanké, pour le côté, c'est lui qui me sort de la rue à coup bagarre. Après une bagarre, je suis revenu dessus plusieurs fois. C'est une bagarre de jeunes lors d'une partie de foot qui dégénère. Et l'un de nous se fait blesser et on va chercher son grand frère pour venir gérer la bagarre. Et comme son grand frère était parti à sa salle de musculation, on y va tous à cette salle de musculation. Et c'est comme ça que j'ai découvert le sport pour la première fois là-bas. Ce sport-là, l'haltérophilie du moins. Et Maître Ketchanké était absent ce jour-là. Et les jours d'après, on va y retourner. Parce qu'on n'avait pas le droit, nous, de pratiquer à l'époque puisqu'on était très petits, mais on avait le droit de regarder. La salle était belle. Et il avait eu une idée de faire un balcon au-dessus. Et les gens pouvaient, de l'extérieur, passer directement au balcon et assister à la séance. D'accord. Donc, petit à petit, nous, on a commencé quand même à descendre dans la salle. Hein. Il y avait des petites barres là, et de temps en temps, avant que les grands ne viennent les soulever, nous, on venait avant eux et on essayait de faire comme eux. Et ça, on peut dire aussi merci à la solidarité des grands frères. Ils ne nous ont jamais blâmés, et ils ne nous ont jamais disputés. Donc, ils nous voyaient faire, ça les amusait. Et parfois même, ils nous montraient comment le faire. Jusqu'au jour où le maître est arrivé, en fait, et il m'a vu en train d'essayer de soulever une barre d'initiation. Et je ne savais pas qu'il était là. Et tout à coup, il m'a dit, place bien ton dos. Il m'a dit, place mieux ton dos. Place mieux ton dos. Et j'ai écouté le conseil qu'il m'a donné. Oui. Et là, comme j'ai galéré à soulever cette barre-là, en plaçant bien mon dos, franchement, j'ai pu la soulever. Et j'étais content. Bravo. Ouais. Et après, j'ai voulu sortir, il a dit non, vas-y, continue. Et j'ai continué à faire comme ça. Et il s'est assis là, et il a commencé à me driver comme ça, jusqu'à ce que la salle commence à se remplir. Et pour la première fois, c'était comme ça qu'on a... Ce jour-là, il ne m'a même pas demandé comment je m'appelais. Il a vraiment fait ça comme ça, naturellement, spontanément. Après, il a enchaîné sur le cours. Et le lendemain, je suis revenu. Comme ça. Et voilà, c'était devenu comme un rituel. Et voilà comment je suis vraiment entré petit à petit dans ce sport-là. Quant à M. Christian Bekusen, c'était un champion français d'origine hollandaise, d'où son nom, Bekusen. Voilà. C'était un monsieur très humain, très professionnel, qui, à la faveur d'une convention entre la Fédération française d'haltérophilie et la Fédération camerounaise, venait souvent former les dirigeants camerounais. Donc, il venait à la fois les former sur l'arbitrage, les sensibiliser sur le sport de haut niveau et international, et aussi les former sur l'arbitrage. D'accord. Et entre deux formations le matin, il nous faisait des séances, il dirigeait les séances d'entraînement l'après-midi. Et un jour, c'est extraordinaire parce qu'un jour, il a dit, bon, ben maintenant, je veux voir ce que vous avez dans le ventre. D'accord. Soulevez ce qu'il a dit, on va faire une gamme montante. Une gamme montante en haltérophilie, c'est soulever le plus lourd que vous pouvez. Et il a laissé tout le monde faire. Et chacun soulevait, ça battait des records, et ainsi de suite. Et à la fin, il appelait X, toi, tu as battu ton record de combien de kilos? Tu disais 10 kilos, bah, j'ai dit n'importe quoi là, mais tu donnais le... Voilà. Et ce jour-là, je suis le seul qui n'ait pas réussi à battre son record. J'étais d'une tristesse inouïe, j'étais vraiment inconsolable, au bord des larmes et tout. Et à mon tour, il me dit, mais Claude, tu as battu ton record de combien? Et j'ai répondu un peu honteusement, j'ai dit, je n'ai pas réussi à battre mon record. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas réussi. Et il a dit, OK. Il a marqué ça sur son petit carnet. Oui. Et puis, il a continué sa séance. Dès le lendemain, je m'entraînais toujours au fond. Et dès le lendemain, il m'a dit, OK, à partir de maintenant,
tu viens t'entraîner sur le plateau. C'est un plateau là qui était au plus près de l'endroit où il s'entraînait tout le temps. Donc, à partir de là, je suis entré dans son champ de vision et il a eu un coup de cœur pour moi comme ça. Et on était quelques-uns quand même, hein, je n'étais pas le seul. On était quelques-uns pour qui il avait des coups de cœur comme ça. Et quand il est rentré en France, il m'a donné des objectifs à atteindre. Il a dit, je reviens dans un an. Oui, je me souviens. Voilà des objectifs à atteindre. Si je reviens dans un an et que ces objectifs, tu les as atteints, eh bien, je te trouverai une bourse pour aller te perfectionner en France. Donc, voilà comment M. Christian Bikusen est entré dans ma vie, comme un ange gardien, finalement. Alors, vous évoquez votre mère avec une très grande émotion. Vous évoquez en fait votre maladie mystique, quand vous étiez bébé, comment elle s'est débattue pour que vous puissiez vivre et tout, la séparation, l'éloignement et autres. Si vous me permettez, je vais juste lire un petit passage que je veux partager quand même à nos téléspectateurs, parce que c'est quand même touchant, avant de revenir sur le sujet, d'accord? D'accord. Bonjour maman, comment tu vas? C'est moi, c'est Claude, ton fils. Ne panique pas, ne te braque pas, ne te fâche pas. Surtout, ne pleure pas. Ce n'est que moi, ton fils fantôme. Sur les 25 dernières années, nous nous sommes vus une seule fois. Sur les 40 dernières années, nous nous sommes vus moins de 5 fois. Si mon visage ne te revient pas, ne te revient plus, c'est parce qu'il porte les cicatrices de la vie. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus. Bientôt, je t'écrirai une lettre pour répondre à toutes tes interrogations. Ça ne rattrapera pas le temps perdu, mais ça apaisera peut-être un peu ta peine. Je connais l'immensité de ton chagrin. Mais c'est la vie qui nous a joué un mauvais tour. Je ne voulais pas te priver d'un enfant. En m'éloignant de toi, j'espérais de tout mon cœur revenir un jour un fils digne. Revenir pour te soulager du poids de l'existence. Je suis le fruit de tes entrailles et je connais tes blessures. Tel un forçat, j'ai même travaillé très dur dans l'espoir de t'offrir un peu de ce bonheur que tu mérites tant. Hélas, à l'heure du bilan, je dois me rendre à l'évidence. Le fruit de mon travail m'a été volé par les puissants au service d'un système mafieux. Ceux qui prennent, ceux qui sans vergogne accumulent égoïstement, sans jamais penser aux autres. Ceux qui se goinfrent, se gavent à en vomir, ceux qui n'en ont jamais assez. J'ai le cœur un peu lourd. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre maman? Ce qui s'est passé avec ma maman, c'est ma maman, elle a eu un rendez-vous manqué avec son fils, moi. Ma maman est une femme brave, comme toutes les mamans du monde, et son enfant lui est échappé à la naissance. Enfant, j'étais souvent malade, et ma maman s'est battue comme elle a pu. Et au moment où je commençais à aller mieux, il se trouve qu'un soir, autour du feu, elle nous a raconté, avec beaucoup de nostalgie, Douala, la ville où habitaient ses frères. Aujourd'hui, je comprends mieux d'où venait sa mélancolie à cette époque-là, mais j'étais enfant, je ne m'en rendais pas compte. Et sa façon de parler de ses oncles, de ses frères, mes oncles à moi, ses frères, ça la rendait tellement heureuse que moi, je me suis dit, il faut absolument que j'aille à Douala. Et cette nuit-là, il faut savoir que ma mère était commerçante et elle allait souvent dans la ville d'à côté, à une dizaine de kilomètres de là où nous vivions, acheter des denrées de première nécessité qu'elle revenait vendre au village. Cette nuit-là, quand elle s'est réveillée, je l'ai suivie. Je l'ai suivie dans la nuit. Très déterminé à aller à Douala. Et comme tous les enfants, je ne me rendais pas compte de déjà ce que ça impliquait comme part de sacrifice. Et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas parce qu'elle n'était pas préparée. Et émotionnellement, elle n'était pas préparée. Et même, je ne sais même pas si financièrement, elle était préparée d'ailleurs. Et je ne dois mon salut qu'au fait que ses copines, ce matin-là, ont volé à mon secours et l'ont lui un peu parlé. Et dans la foulée, on tombe sur un routier qu'elle connaissait et elle me confie à ce routier en disant « Ok, il va aller à Douala,
Mais comme vous ne partez pas à Douala, laissez le chemin maman qui vit dans le Mungo et l'un de ses oncles viendra le chercher là-bas. Comme ça, il passera les vacances à Douala et il reviendra après les Ah, vacances. vous étiez censé revenir. J'étais censé revenir D'accord. après les vacances. Sauf que la vie, elle est comme elle est. À la fin des vacances, non seulement je ne suis pas revenu pour d'autres raisons que j'expliquerai plus tard, parce que je travaille déjà sur le prochain. Je ne suis pas revenu pour des raisons qui nous échappent, Oui. qui l'échappent elle. Le destin. Voilà, le destin a fait que je ne suis pas revenu et que je ne suis quasiment jamais revenu. On s'est revus quand j'ai obtenu ma bourse et qu'il fallait constituer mon dossier pour aller en France. C'est elle qui avait mon acte de naissance, c'est elle qui avait mes papiers, c'est elle qui avait tout. Donc, c'est à cette occasion-là qu'on s'est revus. Et j'étais déjà sur le départ. Oui. Et non seulement on ne s'était pas vu beaucoup, mais on se voyait et je partais encore beaucoup plus loin d'elle. Et voilà pourquoi on ne s'est pas vu pendant presque 2 décennies après. On va revenir quand même sur le fruit de votre travail volé. Parce que ça, quand même, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne suis pas le seul, malheureusement. Tous les sportifs camerounais connaissent, hélas, cette tragédie des primes volées aux athlètes. Ou Il faut les stages aussi. Voilà, la première fois qu'on m'a volé mes primes, c'était en 1991. On préparait un match international, c'est-à-dire les Jeux d'Afrique. Les Jeux d'Afrique, c'est la plus grosse compétition sur le plan continental. Il n'y a rien au-dessus. Au-dessus, c'est les Jeux Olympiques. Et ce stage, on avait passé 1 mois à l'INJS, qui est le plus grand centre de sport à Yaoundé. Et après 1 mois de stage, je me rappellerai toujours, à la fin du stage, on se dit au revoir, on attend nos primes, les primes n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce que je fais moi, comme je le dis dans le bouquin? Je prends mon sac et je commence à partir. Oui. Donc, là, je suis à pied et je me dirige vers la gare. Avec le taxi, vos copains. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, j'entends ma voix, ce sont les copains qui m'appellent depuis un taxi. Je me tourne, je les reconnais. Ah, Claude, nous, on nous a remis nos primes, va récupérer tes primes à toi. Je dis, ah, génial. Je leur confie mon sac. Et là, je pique un sprint et je retourne sur mes pas. Et j'arrive à l'INJS. Quand j'arrive, je vois l'entraîneur national. Je lui dis, coach, je viens récupérer mes primes. Il me dit, bah, c'est monsieur X du ministère là qui distribue les primes. Il ne doit pas être loin. Moi, le monsieur X du ministère, je ne le connais pas moi. Donc, du coup, tous ceux qui portaient une veste, des cravates comme ça, je les interpelle. Sauf que chacun me dit, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et au bout d'un moment, je me retrouve à tourner en rond. Je m'arrête. Je retourne vers le coach. Et le coach, il est en train de partir. Et j'ai le sentiment de me faire arnaquer pour la première Bien fois. sûr, c'est ça qui s'est passé. Donc, je sens monter comme une colère en moi. Je suis à Yaoundé, ça fait 1 mois que j'y suis pour un stage national. Je n'ai pas un sou sur Vous moi. ne mangiez pas s'il n'y avait pas un des grands athlètes. C'est- Oui, parce que cette partie-là, franchement. Voilà, c'est Waouh. le grand frère Koyeb qui était un athlète déjà confirmé, qui était déjà un grand frère établi, qui parfois nous payait le petit déjeuner en stage national. Et ce Sinon, vous jour-là, faites le ramadan, sérieux. voilà, ramadan forcé. Dans ce jour-là, je suis sorti de là avec une colère et tout. J'ai stoppé le premier taxi. Je lui ai dit, direction la gare. Donc, dans le taxi, j'avais le La pouls suite. et le cœur qui bombardait. Dès qu'il est arrivé à la gare, ben, j'ai ouvert la portière et je me suis barré en courant. Ben oui, oui. Avant que le taximan comprenne, j'avais déjà disparu dans la été foule et victime, tout. je vais en faire d'autres victimes pour voilà, me sauver en fait. Tu n'y pensais même pas. Tu ne penses qu'à une chose, c'est de rentrer. Ça fait mal. Voilà. Ça Et fait mal. ce jour-là, j'ai disparu dans la foule. Et puis bon, ben, j'ai chopé le premier train, direction Douala. Et puis bon, ben, dans le train, c'est pareil. Et vous pouvez pas aussi faire des poursuites à la justice par rapport à ces dirigeants qui bouffent votre prime. La vous ne pouvez pas en justice. parler avec les journalistes. Je sais pas moi, il n'y a pas un endroit où on pouvait aller quand même à l'époque plaider sa cause tout simplement et dénoncer ce qui s'y passe dans le sport. Koudia, on parle d'haltérophilie. Un sport qui est méprisé de tout le monde. On ne parle pas de football là. Pourtant, c'est à l'époque. Mais c'est quand même grâce à ces sports que vous avez pu avoir mais une bien bourse sûr, d'études. mais- Donc c'est pas nous, n'importe quoi. nous savons depuis le début que nous pratiquons un sport noble. De pas l'effort, de pas l'élévation, de pas beaucoup de choses. Mais les gens extérieurs, ils n'ont pas la même approche, n'ont pas la même lecture. Je le vois bien. Quand ils viennent nous interviewer, ils viennent, à l'époque, on passait à Sport Parade, qui était la plus grosse émission sportive de l'époque et tout. Ils venaient faire des reportages de 1 heure. Après, on passait 2 secondes à la télé, et puis on passait encore que des têtes connues.
Alors, D'accord. le mépris, il était là depuis le début. Et il faut savoir qu'en termes de médailles, nous sommes le sport qui rapportions de très loin des médailles au pays par rapport à d'autres sports. Quand je prends les Jeux africains où on a été, on a ramené 2 fois plus de médailles que toutes les autres disciplines réunies. Alors, aujourd'hui encore, on est un des sports les plus pourvoyeurs de médailles au Cameroun. Voilà. Donc nous, en tant que sportifs, on y mettait le cœur à l'ouvrage. Sauf qu'en face, on nous a toujours retourné beaucoup de mépris. Au Jeu d'Atlanta, par exemple, je parle du cas d'Alphonse, honneur à lui, parce que c'est un grand frère qui a beaucoup œuvré aussi. Il s'est qualifié pour les JO d'Atlanta, mais on l'a appelé la veille, alors qu'il s'était préparé tout le temps. On l'appelle la veille pour lui dire que bon, ben, finalement, vous ne pouvez pas être champion olympique, par conséquent, on ne vous amène pas aux JO. C'est violent. De quel droit? C'est très violent. Voilà. Il s'entraîne sur le terrain, il gagne sa qualification sur le terrain. On l'appelle même pas un mois avant pour qu'il puisse. Il met tout son cœur à l'ouvrage et on l'appelle la veille pour lui dire non, finalement, tu n'y vas pas. Et il se passe quoi? Ça veut dire qu'à sa place, on va trouver la femme d'un ministre. C'est évident. On va trouver quelqu'un d'autre, sauf le méritant. Et c'est ça qu'on combat et c'est ça qu'on dénonce depuis toujours. Est-ce que ça évolue? Même pas. Alors, on va en rester là. On va revenir sur ce point, puisque là, c'est l'heure de la partie pause découverte. C'est maintenant. Bonjour, Monsieur Christian Ondo. Bonjour, Roudia. Alors, je vais vous laisser vous présenter à mes téléspectateurs, tout simplement. Bon, ben, avec plaisir. Bonjour, je me présente, je suis Christian Brice Ondo. Je suis le fondateur de la maison d'édition des éditions Bangam. C'est une maison d'édition qui existe depuis 2021. Elle a pour but de mettre en avant toutes les histoires méconnues de la diaspora, 2021. du monde. Ouais, depuis 2021. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent. Et jusqu'ici, vous avez publié combien de livres? Jusqu'ici, nous Vous avons avez publié, édité, nous avons édité, non, publié, ça se dit, hein. Nous avons publié 4 livres, Pas mal. dont 3 romans et une autobiographie, dont celle Donc, de... c'est un livre par an. Un livre par an, ça s'explique. Ça s'explique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est-à-dire que moi, je suis un éditeur qui travaille à la traditionnelle, c'est-à-dire que je fais des livres, je publie des livres à compte d'édition au lieu d'un compte d'auteur. La différence, c'est qu'à compte d'édition, la maison d'édition prend en charge toute la fabrication du livre et on reverse à l'auteur les droits d'auteur. Vous avez quand même publié Et à Les compte Sentiers d'auteur. de la Vertu de Claude Camden qu'on reçoit aujourd'hui. Tout à fait. Moi, j'ai Tout à adoré fait. la 4e couverture, en fait, les motifs africains et tout. Hein? C'est très important, en fait, bon, pour faire une petite parenthèse, nous, on part sur une identité visuelle. On C'est-à-dire, reviendra sur on ça reviendra parce là-dessus. que j'ai préparé Donc, une ce qui belle fait que, question. voilà, donc ce qui fait que Oui. on essaie de se différencier des, enfin, on va dire en parenthèse, de tous les livres qu'il y a sur le marché On va par notre revenir identité sur ça. visuelle. D'où notre logo et tout ce qui suit, le nom de la maison d'édition et le logo, les motifs qu'il y a autour des couvertures qui représentent nos bouquins. Que signifie Obanga? Obangam, c'est un nom de la langue vernaculaire Fan, d'une ethnie du Gabon, d'Afrique centrale, qui veut dire solidarité indéfectible. Waouh, C'est-à-dire que c'est une solidarité indéfectible. Donc on la transpose, magnifique. voilà, on la transpose dans la littérature parce qu'on veut créer des ponts et des solidarités avec les autres peuples. Justement, parce qu'on dit que vous dites sur le dossier de presse que les éditions Obangam s'attachent à valoriser les cultures africaines, caribéennes, mais aussi celles d'autres horizons. Vous y publiez aussi les récits d'autres auteurs connus comme comment on appelle ça, les plumes émergentes, avec la volonté de révéler de nouveaux, tout simplement, auteurs. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé en particulier, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, je travaillais aux éditions Dagan. Oui, que je Les connais éditions très bien. Dagan, créées par Dieudonné Niamankou, Oui. qui était une maison d'édition, qui est toujours une maison d'édition qui mettait en avant les cultures africaines, les caribéennes et de la diaspora noire à travers le monde. C'est-à-dire que c'était tous les peuples noirs du monde dont on mettait en avant leur histoire et écrite par des Noirs, on va dire. Et ça m'avait beaucoup touché parce qu'on a travaillé pendant longtemps. Et au sorti de là, j'ai essayé de mettre ma pierre à l'édifice en créant ma maison d'édition. Sauf que moi, je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que, bien sûr, je suis attaché au monde noir, déjà par le logo, par le nom de la maison d'édition, mais aussi à l'ouverture, c'est-à-dire que créer des passerelles entre d'autres civilisations et d'autres cultures. Donc c'est pour ça que je me suis dit, les éditions Bangam mettent en avant les auteurs noirs, les diasporas noires, les histoires des diasporas noires, mais aussi les histoires d'autres civilisations, parce que toutes les civilisations ont peut-être des passerelles ou des ramifications, des histoires communes.
Donc, ça devenait intéressant de pouvoir toucher aussi ce public-là. C'est très noble. Alors, le milieu de l'édition est souvent critiqué par ses manques de transparence parfois, où on parle de contrats parfois abusifs, ou la faiblesse de la promotion des ouvrages, ou encore la qualité inégale des publications. Comment votre maison d'édition Obangam entend-elle se distinguer et apporter une réponse concrète à ces problématiques? Tout d'abord, je pense qu'il faut d'abord bien connaître le milieu de l'édition. Vous savez que l'édition, c'est un milieu très très vaste et un milieu très traditionnel. Donc en France, on a pour parler de la France, parce que ma maison d'édition, elle est basée en France, même si il y a une ouverture en Afrique, même si l'identité même en fait, de la maison d'édition est africaine, mais je suis basé en France. Donc les maisons d'édition traditionnelles, c'est des maisons d'édition dans lesquelles elles occupent tout le marché. Donc elles sont là depuis des années, des siècles même pour certaines. Donc elles occupent une certaine autorité sur le marché de l'édition. Donc il y a une façon de travailler, il y a un savoir-faire, il y a tout un Il y a aussi beaucoup de problèmes. Oui, bien sûr. Non, il faut d'abord comprendre l'univers dans lequel on vit, dans lequel on travaille. Donc il y a ces marchés traditionnels, il y a ces maisons d'édition traditionnelles qui existent depuis longtemps. Là, il n'y a rien à dire. Maintenant, après, vous avez comme la France est un pays la France est un pays de rencontres. C'est là où et ça il faut le dire, beaucoup de cultures se rencontrent. De melting pot. Ouais. Donc, dans cette diversité-là, il y a eu ce qu'il y a eu au départ, dans les années 60, la maison d'édition Présence africaine, qui a été créée par Alioune Diop. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre en avant des auteurs noirs, de la diaspora. Pas seulement africaine, mais de la diaspora noire à travers le monde. Parce qu'ils avaient un manque de visibilité. Et il y avait des auteurs qui écrivaient remarquablement bien, puisque le mouvement de l'écriture a commencé à être connu grâce à cette maison d'édition. Donc il y a déjà ce paradoxe-là. C'est-à-dire que les maisons traditionnelles ne mettaient pas en avant, ou bien très peu, on va dire très peu, d'auteurs issus de, on va dire, des colonies, on va dire. Donc cette approche-là a perduré pendant des années. Enfin, pendant des années. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, ça existe encore. Sauf que certaines personnes ont commencé à créer des maisons d'édition pour mettre en avant des auteurs, on va dire de leurs origines ou bien de continents différents. Pour casser, non, mais pour les mettre en avant. Aussi, et puis pour mettre en avant. Donc, ce qui fait que dans le travail d'éditeur, il y a maintenant des particularités. Ah, j'ai envie de. Voilà, donc c'est là qu'on arrive. Donc, déjà, à la base, il faut comprendre que c'est déjà noble de prendre ce risque-là, comme l'a fait Alioune Diop, de mettre en avant des auteurs africains et tout ça, et de la diaspora noire. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, dans ce travail-là, il y a une façon de travailler. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les comptes d'éditeurs, il y a les comptes d'auteurs. Les comptes à compte d'édition, les contrats à compte d'édition et les contrats à compte d'auteur. La différence, c'est quoi? Les contrats traditionnels, c'est les contrats à compte d'édition. C'est-à-dire que moi, je viens te voir, Roudia, je dis « Ah, ton manuscrit m'intéresse. Je prends en charge toute la fabrication de livres et je te reverse des droits d'auteur à la fin de l'année. » On appelle ça les royalties. Donc, en fonction des pourcentages que vous aurez négociés avec l'éditeur. C'est comme dans la musique, c'est le contrat traditionnel. Donc, c'est à toi de faire confiance. Tu donnes ton manuscrit à l'éditeur et il édite. Et à la fin, il doit te reverser des droits d'auteur. Il y a pas mal de clauses qui est à l'intérieur. Bon, ce serait trop long d'en expliquer, mais là, c'est juste la synthétique. Après, il y a les contrats à compte d'auteur. C'est-à-dire que toi, tu as envie d'écrire un bouquin, mais tu ne sais pas comment faire. Et tu as de l'argent. Donc, tu vas voir une maison d'édition et tu dis, bon, moi, j'ai 2 000 ou 3 000 euros. Je vous donne ça et vous m'éditez le livre. Et moi, je récupère les exemplaires et je les vends comme je veux. En fait, c'est cette technique-là qui perdure, qui est la plus, on va dire en parenthèse, qui est la plus connue dans certains milieux en Afrique et un peu par le monde. C'est-à-dire que tu payes la maison d'édition. Rapidement, vous, voilà. qu'est-ce que vous apportez Moi, je fais à compte d'édition. Pourquoi je fais à compte d'édition? Ça veut dire quoi, à compte d'édition? C'est-à-dire que je prends en charge toute la fabrication du livre et je reverse à l'auteur les droits d'auteur, les droits des royalties, si on veut. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire que ça vous ferme. Déjà, c'est pas parce qu'on fait à compte d'éditeur que l'auteur est meilleur que l'autre. Hein. Parce que c'est très difficile d'avoir un contrat avec maison d'édition à compte d'éditeur. C'est très, très difficile. Bon. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire que ça vous ferme certaines portes pour certains concours littéraires. Voilà. C'est-à-dire que ça vous limite un peu en termes de visibilité. Parce que pour accéder à certains concours littéraires ou à certaines télévisions ou à certains médias, ils vous demandent est-ce que vous êtes à compte d'éditeur ou à compte d'auteur? C'est comme si vous étiez un amateur. En gros, je synthétise. Hein. Donc voilà, donc ça ferme beaucoup de portes à certains auteurs qui sont peut-être de bonne qualité, sauf que le fait de faire un contrat à compte d'auteur, ça le limite. C'est-à-dire que par exemple, il ne peut pas, par exemple, participer au concours, au prix Goncourt, par exemple. J'exagère, au prix Goncourt, parce que déjà,
Il faut déjà avoir, vous êtes à compte d'éditeur ou à compte d'auteur, voilà, déjà. Donc, c'est vraiment pour me positionner sur un marché où je me dis, mes auteurs auront la possibilité de participer à des concours littéraires, avoir une certaine crédibilité dans le marché littéraire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais déjà, en général, si je le prends dans ma maison d'édition, c'est qu'il est très bon, déjà. Oui. Et que j'ai confiance en lui et que je mise sur lui. Donc, ce qui fait que quand vous prenez pour une jeune maison d'édition qui existe depuis 2021, ce n'est pas évident de sortir 3 ou 4 livres par an. Parce que c'est vous qui prenez en charge toute la fabrication des livres. Moi, j'ai regardé tous les détails, hein, la qualité du papier. Voilà. J'ai regardé tout. Donc, voilà. L'écriture, ouais, c'est en fait le côté littéraire. Voilà. Franchement, bravo. Hein, donc, sans vous jeter de fleurs, bien sûr. Non, mais c'est important parce que je vous voyais arriver. Oui, les auteurs, les éditeurs, ils ne sont pas sérieux. Les livres sont de bonne, parenthèse, pas de bonne qualité. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas une généralité. Parce qu'il y en a, il y a des éditeurs qui font du très bon travail, comme ce qu'on faisait à Dagan. Voilà, il y en a pas mal que je connais des maisons d'édition sur Paris qui font de très bons livres. Alors, votre ligne éditoriale repose-t-elle sur des thèmes précis ou vous êtes ouvert à toutes sortes de thèmes? Parce que moi, je sais qu'il y a certaines maisons d'édition, par exemple, si vous parlez que de l'Afrique, ils ne vont pas vous prendre. Ou d'autres, si vous parlez que de ça, ils ne vont pas vous prendre. Est-ce que vous êtes ouvert à tout ou toutes sortes de sujets ou de thèmes? Non, mais je vous reprends franchement, moi je suis ouvert à tout. Mais j'ai des critères, c'est-à-dire que moi je veux des histoires qui ont un sens et qui ont un message important à véhiculer. C'est-à-dire que moi je fais déjà dans nos maisons d'édition, on cherche, enfin je caricature, on ne cherche pas d'auteur. C'est-à-dire que c'est des rencontres, c'est des coups de cœur comme avec Claude, c'est du bouche à oreille, voilà. Donc quand on a déjà ce contact avec l'auteur, on lit son manuscrit, que ce soit un roman, une autobiographie, si ça nous touche, s'il y a un message, que ce soit un auteur, on va dire américain, russe, africain, peu importe, si le sujet est touchant et que je pense qu'il y a une portée qui peut être, voilà, qui peut toucher le monde entier, moi, voilà, c'est sur des coups de cœur en fait. Hein. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Ah oui, c'est très clair. Peut-être que ce sera quelqu'un qui va regarder l'émission et qui se dit ça me parle, donc je vais essayer. Voilà, et puis je reçois des manuscrits. D'où ma prochaine question. Quelqu'un qui voudrait se faire publier chez Obangam, comment on peut vous contacter? Non, il va sur le site de la maison d'édition ou bien sur Instagram. Notre site, c'est s'appelle comment? leséditionsobangam.fr, voilà, sur Internet. Il va sur Instagram, les éditions Obangam. Sur Facebook, les éditions Obangam. Ils envoient un message en inbox. Je reçois et je lis tous les manuscrits que je reçois. Je lis tous les manuscrits que je reçois. C'est pas tout le monde, parce qu'il y en a certains, c'est à la poubelle que ça finit. Vous pouvez demander à Claude. Je vous crois, Je lis tous les manuscrits et je réponds toujours avec... je fais toujours un compte-rendu de ce que je lis. C'est bien. J'envoie ça à l'auteur. Deux fois ça plaît, deux fois ça ne plaît pas. Oui. En général, les auteurs, voilà, je prends le temps et en général, les auteurs, ils jouent le jeu. Voilà, ils reviennent. Comme Claude, il a joué le jeu jusqu'à fond. Et je vous dis que ce n'était pas facile avec M. Claude Kamdam. Ah non, mais oui, il m'a fait pleurer, c'est pour une fois. Alors, votre dernier mot avant de vous laisser partir, c'est quoi votre dernier mot? La littérature nourrit l'esprit. Donc, lisez beaucoup. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, on dit en Afrique qu'on ne lit pas, mais on lit très. Et on achète des livres. C'est des préjugés. Tout à fait. Donc, moi, je sais qu'en Afrique, de manière générale, sud-saharienne en particulier, les gens lisent beaucoup. Mais ce n'est pas souvent ce qu'on met souvent en avant. On préfère dire, oh, les Noirs ne lisent pas beaucoup. C'est à nous de changer ça. Voilà. Grâce à nous, voilà, tout à fait. Merci en tout cas de votre passage. Je vous remercie. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir... C'était un grand plaisir. Plaisir partagé. Alors, on se dit à bientôt, peut-être pour un autre livre. Bien sûr. Justement, il y a une compatriote du Sénégal. Oui. Sokna Ndao, qui écrit un très beau livre, un très beau roman qui s'appelle Catharsis, qui sort bientôt aux éditions Obangam. On va la recevoir ici. Voilà. Alors, votre pause découverte est terminée, donc nous allons retrouver notre invité Claude Kamdem. C'est maintenant. De retour de la pause découverte, et je vous rappelle que je reçois Monsieur Claude Kamdem qui vient nous présenter son ouvrage « Les sentiers de la vertu ». Ça va? Ça va, Koudia, ça va. Je te remercie. Alors, revenons sur votre parcours en France, hein, parce que vos premiers pas dans un lycée où vous étiez le seul noir, je pense que c'est à Avallon, si je ne me trompe pas. C'était à Avallon. Ou plus tard, vous avez vécu aussi du harcèlement
dans les réseaux sociaux Oui, ou à Neuilly-sur-Seine. oui. Il y a eu quand même beaucoup de choses où, en fait, vous avez aussi de grandes réussites, on va le dire, dans les sports de haut niveau, puisque vous avez amené quand même des médailles pour la France. Comment avez-vous vécu toutes ces différentes étapes de votre vie en France? Ça se passe par séquence, ça se passe par période. Oui. La période d'Avalon a duré de 92 jusqu'à 1996. Et c'est une période où j'étais en découverte. Il y a la solitude quand on arrive aussi, mais il y a aussi la découverte d'une société à la fois différente, avec des codes. C'est aussi la découverte des premières bavures policières, puisque j'arrive en 1992 et que quelques mois après, j'arrive au mois d'octobre. Et quelques mois après, au printemps, il y a Makome qui est victime de bavures policières aussi. Moi, entre-temps, je subis aussi mes premiers contrôles d'identité. Ah oui. Donc, tu es dans une société tout de suite où tu te dis, on te fait sentir, certains se font sentir que tu n'es pas, voilà, que t'es pas d'ici. Et à côté de ça aussi, il y a d'autres qui t'ouvrent la main et qui sont très, très protecteurs vis-à-vis de toi. Et c'est très mitigé. Donc, ça veut dire qu'on est comme ça dans une... Voilà, c'est très mitigé comme sentiment. Alors, je garde le bon côté. Le bon côté, c'est l'accueil des Avalonnais. Parce qu'à chaque fois qu'on avait compétition, ça venait nous encourager. Ils étaient très à l'écoute et très protecteurs aussi vis-à-vis de nous. Parce que voilà, je me rappelle aussi de mes professeurs du lycée. C'est aussi l'occasion de leur placer un vrai big up. Parce qu'ils ne m'ont jamais laissé tomber. Là-bas, j'ai été déçu par un seul prof. Et je reviens dessus sur le chapitre sur le racisme. Et c'est le seul parmi tous les profs. Donc, il était extrêmement minoritaire. Sinon, tous les autres profs ont toujours été d'une gentillesse inouïe, à l'écoute, prêts à accompagner, très curieux. Et j'en garde un très bon souvenir. Moi, j'ai quand même lu bien le livre, parce que quand même 400 et quelques pages, il faut le faire. 464 Au début, je me pages. disais, mais franchement, plus j'avance, plus je m'accroche. Voilà, Alors, il y a une partie qui m'a particulièrement choquée. choqué. Vous gagnez quand même, vous montez dans les sports, l'haltérophilie en France, vous gagnez des médailles et vous habitez quand même dans une chambre de bonne. On revient toujours à... Comment on peut expliquer cette contrainte, hein? C'est ça. Sur le plan international, j'ai gagné beaucoup de médailles pour le Cameroun. En France, c'est un sport amateur qui est encore géré sur le statut des associations. Et on sait que 99% des clubs en France, pour pas dire 100%, sont des clubs qui marchent sur l'égide de l'association loi 1901. Ce sont des associations qui sont tributaires des subventions d'État. Donc, plus on a des subventions, plus on s'en sort. Moins on en a, et plus on galère. Les gens me prenaient pour un fou quand je leur ai dit, en arrivant, qu'au Cameroun, en tant que pratiquant, je gagnais plus de fric qu'en France. Sérieux? Oui, complètement. Il faut savoir qu'en 1988, au Cameroun, c'était le deuxième sport à l'époque derrière le foot. On avait des sponsors à l'époque. On avait la poissonnerie. Hormis les voleurs de primes. Voilà, hormis les voleurs de primes. On avait cette poissonnerie populaire qui était sponsor. On avait une marque de bière très connue au Cameroun qui était sponsor. Quand on allait en compétition, les primes étaient remboursées. On gagnait des primes quand on allait en compétition. C'était un sport qui était en voie d'émergence et qui nourrissait ses pratiquants au Cameroun à l'époque. Quand tu arrives en France et que la première fois qu'en compétition, je les ai vus manger des sandwichs, j'étais choqué, ils ne comprenaient pas. J'ai dit, mais j'ai jamais mangé de sandwich, moi, au Cameroun. On mangeait dans des hôtels quand on allait à Yaoundé faire des compétitions. Quand on allait à Bamenda et tout ça, on descendait dans des hôtels, nous. Donc, le côté associatif fait que on n'était pas sur le même paradigme. Donc, Est-ce que c'est le même cas actuellement? C'est toujours le même cas aujourd'hui. C'est un sport qui n'est pas professionnel. Par conséquent, les pratiquants sont amateurs. On travaille et le soir, on va s'entraîner en salle. Donc, voilà pourquoi, quand ils ont un peu de talent, les jeunes, on fait tout pour les envoyer en centre. On les envoie dans des pôles. Parce qu'à l'INSEP, là-bas, ils sont plus protégés. Ils peuvent faire 2 entraînements par jour. Ils peuvent faire... Voilà. Alors que, oui.
Chambre de bonne, parce que la vie parisienne est très chère aussi. Oui, oui. Je venais de province où je gagnais beaucoup moins, mais où le loyer, j'ai jamais payé 300 € de loyer, par exemple, quand j'étais à Carpentras. J'avais 2 fois plus de surface, 3 fois plus de Ça n'a surface. rien à voir. Ça n'a rien à voir. La chambre de bonne ici, c'était presque 400 € par mois, tu vois. Mais Donc, tu te revenons dis, sur le harcèlement que vous voilà. avez vécu avec ceux de collègues. Le harcèlement, le cyberharcèlement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Oui. il faut sensibiliser les parents aujourd'hui. Il y a des outils qui font qu'on peut se prémunir. Dans mon cas, je n'ai pas été harcelé par des internautes comme les autres. J'ai été harcelé par des collègues de mon environnement professionnel qui ont pris des raccourcis. Aujourd'hui, on est dans des situations où les gens ne sont pas d'accord avec vous. On pourrait dialoguer, mais non, ils ne choisissent pas le dialogue. Vous n'êtes pas d'accord avec des gens, vous n'avez pas la même façon de faire. Alors du coup, ils se mettent ils se liguent contre vous pour vous harceler sur les réseaux sociaux. Donc moi qui ne maîtrisais pas ces outils-là, je ne les maîtrise pas. J'ai été à la fois surpris, mais j'avais quand même les outils pour me défendre. Certains parents n'en ont pas contre leurs enfants. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser par rapport à ça. Dans mon harcèlement, au début, j'ai travaillé sur le truc avec SOR Racisme à l'époque, Oui. mais j'ai très vite laissé tomber parce que j'ai compris qu'on n'était pas là non plus sous les mêmes paradigmes. Donc, avec des jeunes à moi, on a pu mettre en place des mécanismes de protection. Porter plainte aussi, vous avez porté J'ai plainte, j'ai non? porté 2 fois plainte. D'accord. Et j'ai porté plainte parce que c'est le premier réflexe à avoir. Il faut savoir que le harcèlement aujourd'hui, quand vous subissez ça, il ne faut pas vous enfermer sur vous-même. 1, dialoguer, parler avec les gens autour de vous. 2, porter plainte. Et 3, médiatiser l'affaire. Trouver des associations qui peuvent vous accompagner. Pour les jeunes, c'est D'accord. pareil. Et puis, il y a des numéros aujourd'hui. Là, je n'ai pas le numéro. C'est des bons le conseils, numéro là. ben, bien sûr. Parce J'ai que pas les- beaucoup de personnes souffrent de ça. Hein. Oui, 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 oui. Et il faut absolument en parler. Ça ne sert à rien de s'enfermer et de subir. Donc voilà, moi dans mon cas, j'ai pu avoir ce bouclier de protection autour, porter plainte, j'ai porté 2 fois plainte. Comme c'était des gens de mon environnement professionnel, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à me toucher, à me faire mal sur le terrain, qu'ils ont porté ça sur le terrain cybernétique, sur le terrain, bon voilà, sur le terrain des réseaux. Mais portez plainte et ne vous laissez pas intimider. Aujourd'hui, il y a des outils pour se prémunir. Oui. Voilà. Alors, l'émission va bientôt terminer. Moi, j'ai pas envie de partir, mais bon, il faudra y aller pour revenir Voilà. en meilleure forme. Alors, en fait, 2 opérations des genoux réalisées à des périodes différentes vous contraignent à mettre à terme en fait, votre carrière sportive en 2005. C'est ça. Que s'est-il réellement passé? Il s'est passé, de mon analyse à moi, que je suis arrivé en France. C'était un changement d'environnement. J'ai atterri en Bourgogne. Hein. Il faut savoir qu'en 1992, en hiver là-bas, il a fait -13 par exemple. Un Camerounais peut demander -13 oui, oui. sur un Africain, je vais dire. Alors là, voilà. c'est le choc. Surtout quand tu sors de Douala. Il faut savoir que Douala, on est à parfois 40 degrés à l'ombre. Quand tu sors de là au mois d'octobre et que tu arrives à Vallon, cet hiver-là, il a fait -13. Je me souviens une fois, j'allais à l'école, c'est une anecdote juste pour détendre l'atmosphère. J'y allais à l'école comme ça, je suis passé devant cette pharmacie où je passais tous les jours. Oui. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je lève la tête comme ça et je vois sur le thermomètre -13. Koudia, tu me crois ou pas, j'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. J'ai enlevé juste mes chaussures et je suis entré sous la couette et j'ai dormi toute la journée. Après, j'ai entendu tabouriner à la porte, bam, 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 bam. C'est Jean-Claude Collineau à qui je rends hommage dans le livre, mon entraîneur. C'est lui qui était venu, il me voyait pas arriver à l'entraînement, il était 18h. J'avais dormi toute la journée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas été à l'école, on t'a pas vu à la salle. C'est quelle heure là? Il était 18h passé. Allez à l'entraînement. J'ai ramassé mes affaires pour aller à l'entraînement. Donc, c'était ça la réalité du quotidien. -13 degrés. Tu mettais 3 couches de chaussettes et tout, et tu avais encore froid. Et les copains des classes, on les rend hommage. Ils étaient très gentils. Eux, ils m'avaient laissé la place au radiateur. Je passais la journée au radiateur à dormir. Alors, revenons sur l'opération pour rester quand même sérieux un peu. Ben voilà. Tu vois qu'on peut rigoler dans le bouquin aussi. Oui, Voilà. Eh oui.
Alors, comment vous l'avez vécu, cette J'ai vécu, rupture je pense que la blessure est venue du fait que ce changement d'environnement fait qu'il faisait beaucoup plus froid et il fallait s'échauffer beaucoup plus longtemps. Et aujourd'hui, j'avais pas les outils d'aujourd'hui, je les avais pas à l'époque. Donc, je pense que je devais sans doute soit m'échauffer mal, soit je sais pas, mais j'avais du mal à m'acclimater. Donc, j'ai dû me blesser comme ça. J'ai commencé à ressentir des blessures 2 ans au début de l'année 1994. Et ça ne m'a pas lâché, puisque 1 an après, c'était ma première opération en 1995. Et à l'époque, déjà, il était question déjà de 2 opérations, parce que j'avais les genoux qui tripaient de volume, j'avais du liquide synovial dans les genoux, et c'était très compliqué. Et ils m'ont opéré une première fois sur le premier genou, c'était le genou gauche. Et le chirurgien, il a dit, on ne peut pas faire les 2, sinon ça va trop vous handicaper au quotidien. Donc on va faire un, et on fera le deuxième après. Sauf que dans la foulée, 1996, la bourse s'est arrêtée. Donc du coup, on ne pouvait plus opérer le deuxième, puisqu'il fallait la prise en charge. Donc cette deuxième opération, ça a été repoussé jusqu'en 2002. Entre-temps, j'ai fait des championnats du monde. J'ai fait que des matchs au niveau international où j'ai tiré sur ce genou, encore et encore et encore, même diminué, tiré dessus, jusqu'à la rupture en 2002, où je pouvais quasiment plus dormir sur le ventre. Donc, deuxième opération. Et c'était trop tard. Donc, par la suite, j'ai encore rendu service à mon club des Carpentras de l'époque pendant 3 saisons, 2002, 2005. En 2005, j'ai mis un terme à ma carrière par obligation. Voilà. Donc, cette deuxième opération m'a été fatale. Ouais. Triste. Malheureusement, on ne va pas pouvoir parler de tout. Hélas, mais je voulais quand même demander, où est-ce qu'on peut se procurer ce magnifique ouvrage autobiographique? Vous pouvez le commander directement sur le site de la FNAC et aussi sur d'autres circuits de distribution habituels. Il y a des librairies, il y a tout ça, mais à la FNAC, vous l'avez en moins de 48 heures. Donc, vous pouvez le commencer. Voilà, à la FNAC, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vraiment disponible. D'accord. Ouais. Alors, parmi les événements qui agitent le monde aujourd'hui, quelle actualité vous touche le plus? Africaine, internationale, jeunesse, en fait, c'est à votre choix. Pour nous dire au revoir et à bientôt. Partout où les êtres humains souffrent, je suis touché, je suis peiné, je suis ému. Je pense partout sur Terre, on ne peut pas citer et laisser les autres. Je pense davantage au Cameroun parce que, voilà, mais il y a la République démocratique du Congo, il y a le Soudan, il y a le Soudan, il y a tous c'est partout où les gens souffrent, il y a partout, il y a Gaza, il y en a beaucoup. Partout où les peuples souffrent, on est obligé d'être solidaire. Il y a une belle pensée d'Albert Camus qui disait que les gouvernements, par définition, n'ont pas de conscience. Et ça enfante des politiciens qui sont fermés sur eux-mêmes, qui sont des va-t-en-guerre. Et ça nous peine beaucoup. Nous sommes des citoyens et on est démunis face à ces gens-là, face à leurs décisions. Et ça nous peine beaucoup. Donc, une grosse pensée solidaire pour tous les peuples qui souffrent en ce moment. Voilà. Sur ce, une belle pensée solidaire pour tous les peuples qui souffrent. Voilà. Je vais y arriver. Ouais. Alors, votre émission Rencontre littéraire, un homme sans œuvre, c'est fini, hélas. Ouais. Mais ce n'est que partie remise. Et je rappelle que nous avons reçu monsieur Claude Kemdam qui vient nous présenter son ouvrage Les Sentiers de la Vertu. Et sur la partie pause découverte, j'ai eu le grand plaisir de recevoir le fondateur de la maison d'édition Obagam, monsieur Christian Ondo. Sur ce, portez-vous bien et je vous rappelle que cette émission vous a été offerte par la bellissime marque Dial Diali. Au revoir.